Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après ce très long voyage dans l'histoire, un retour à l'actualité avec tout d'abord ces inondations qui continuent à paralyser le nord de la France. La situation reste inquiétante, surtout en Picardie, dans le nord et dans les Ardennes. Le point avec Alain Chabot. Situation toujours préoccupante dans la région de Charleville-Mézières. Au moins 500 évacuations dans la journée et plusieurs centaines de foyers privés d'électricité. Ici, on ne compte plus les interventions des pompiers. La crue de la Meuse a largement dépassé son niveau record de 91. Le pont de Pierre a même été lesté de 150 tonnes de béton. Dans l'Aisne, la SNCF a été contrainte de détourner les trains par Amiens, les liaisons Paris-Bruxelles subissant des retards d'1 heure. Et ici, à Chauny, 2000 habitants ont dû trouver refuge dans des bâtiments communaux après avoir été évacués précipitamment. Dans les départements sinistrés, plusieurs entreprises ont désormais recours au chômage technique, les locaux n'étant plus fonctionnels. Jusqu'à présent, ça monte, le niveau monte à hauteur de 5 cm depuis 4-5 heures. Des crues amorcées en revanche en Lorraine, mais de nombreuses localités de la vallée de la Moselle restent encore embourbées. Ici, on fait les comptes, c'est l'évaluation des dégâts qui commence. Mais là, on est arrivé à 1,20 m d'eau à l'intérieur. Donc ce qu'il y a, c'est que tout le matériel a été endommagé et en mauvais état maintenant. Gros point noir ce soir, la vallée de la Sambre dans le nord, avec ses paysages surréalistes. Maubeuge et ici Jeumont voient Noël arriver, les pieds dans l'eau. Après la Bretagne, c'est en Vendée que l'on découvre maintenant des détonateurs sur les plages. L'un d'entre eux a en effet été retrouvé sur l'île de Ré. Du coup, le littoral de la Charente-Maritime a été interdit au public. Et puis, dans le Pas-de-Calais, ce sont des pesticides qui ont envahi les côtes. Xavier Bonahula. La Côte d'Opale a donc reçu la visite de milliers de sachets, des pochettes translucides de 12 cm sur 8, contenant une poudre orangée toxique. Toute la journée, pompiers et gendarmes les ont ramassés sur près de 15 km entre le Touquet et Sangatte, notamment à Ardelot et Wimereux. Des mesures ont été prises pour interdire l'accès au littoral. Et ces produits, il ne faut pas y toucher simplement. Je crois qu'il faut dire aux populations de ne pas venir sur les plages et surtout pas de tripoter ces produits qui peuvent provoquer des brûlures sur les mains. La cargaison proviendrait du navire français le Cherbourg, déjà responsable de la pollution des plages du Cotentin il y a une semaine. Une voiture fonce dans la devanture d'un magasin à Neuilly. 8 passants ont été fauchés. Une personne est assez gravement touchée. Selon les premières constatations, la conductrice, une femme d'une 60aine d'années, aurait été victime d'un malaise et il semble qu'elle ait confondu pédale de frein et d'accélérateur. Arrivée à Paris de la petite bosniaque Zlata Filipovic. À 13 ans, son journal de guerre vient d'être édité en France et dans plusieurs pays. Elle venait de quitter Sarajevo, qui a connu aujourd'hui une des journées de guerre les plus terribles. Les bombardements ont fait au moins 10 morts et 62 blessés. La trêve de Noël, décidée à Bruxelles par les belligérants, n'est pas respectée et les négociations territoriales ont échoué. Prise d'otages en cours en Russie. À Rostov-sur-le-Don, 4 hommes puissamment armés ont pris en otage dans une école 12 élèves et leurs professeurs. Les autorités leur ont fourni un hélicoptère. Ils ont effectué un premier ravitaillement 300 km plus au sud et souhaiteraient se rendre à Téhéran en 4 étapes. On ignore leur motivation. Les soucis de Bill Clinton. Le président américain est accusé d'avoir eu des aventures galantes et d'avoir voulu acheter le silence de 2 gardes du corps de l'Arkansas. La presse américaine est en émoi, mais ce soir, les affaires du président s'arrangent. Un des gardes du corps revient sur ses déclarations et une femme présentée par le New York Daily News comme étant une des maîtresses du président dément avoir eu des rapports sexuels. Le retour de l'ancien. Éric Tabarly mènera le bateau La Poste dans les 4 prochaines étapes de la Whitbread, la course autour du monde en équipage. Il a répondu favorablement à la demande du skipper Daniel Mallet afin d'apaiser les tensions et les rivalités au sein de l'équipage. C'est d'une part une marque de confiance et puis en plus, moi ça m'intéresse de refaire une demi-Whitbread à défaut d'en faire une entière, mais c'est mieux que rien. On saura demain dans la matinée si la solution Tabarly est acceptée par l'équipage, dont 4 éléments ont déjà démissionné. Hervé de Charette, le ministre du Logement, veut élargir les catégories de Français pouvant accéder au HLM. Il l'a dit ce matin dans une interview à Libération
Pour lui, il s'agit de réparer une injustice, mais sa réforme suscite déjà beaucoup de réticences. Enquête de Véronique Bouvier. Faciliter l'accès des classes moyennes au logement social, bonne mesure en apparence, mais dans l'agglomération dijonnaise, près de 5000 personnes à faible revenu attendent encore un logement. Avant même la mise en place de cette réforme, certains politiques en redoutent les effets pervers. Elle m'inquiète pour une raison simple, c'est que si on ouvre désormais les logements sociaux à des familles à revenus moyens, sans prendre des dispositions particulières pour les familles à faible revenu, on ne parviendra plus à loger les familles qui ont des difficultés. Pour les offices d'HLM, la situation n'est pas si simple. Par cette mesure, ils entendent éviter les phénomènes de ghetto. Plus question de construire des barres de béton, l'heure est aux petits ensembles plus humains. Mais ces réalisations sont plus onéreuses, d'où le besoin d'ouvrir les HLM aux classes moyennes. Ce n'est pas la seule motivation des offices. Les plafonds de ressources relatifs au HLM n'ont pas bougé depuis pas mal de temps et je crois que de temps en temps, il faut procéder à une réactualisation. Pour l'État, le réajustement des plafonds des ressources est un moyen d'aider un nombre grandissant de personnes à se loger du fait de l'inflation des prix dans le privé. Et les classes moyennes sont les plus concernées. Il faut signaler, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 55% des ménages français qui peuvent rentrer dans le parc HLM. Et donc, avec les plafonds de ressources tels qu'ils sont aujourd'hui. À partir donc, du 1er janvier 1994, ça ne sera pas 55%, mais 57%, donc 2% supplémentaires. Reste à espérer que les organismes d'HLM feront preuve de responsabilité en ne défavorisant pas les plus démunis, la loi ne prévoyant pas de garde-fous. À craindre également que les appartements les plus récents soient donnés aux plus riches. Les négociations sur les retraites complémentaires sont ce soir dans l'impasse. Les partenaires sociaux ne sont pas arrivés à se mettre d'accord pour financer le surcoût des retraites complémentaires entre 60 et 65 ans. Les syndicats ont accepté une augmentation des cotisations des salariés, mais le CNPF refuse d'augmenter celle des entreprises. Une nouvelle réunion aura lieu le 29 décembre. La BNP devrait supprimer 1200 postes en 1994, annoncent les syndicats, à l'issue d'un comité central d'entreprise. La direction table sur environ 600 départs naturels, des pré-retraites et des départs volontaires. Il n'y aurait pas de licenciement sec. Et comme chaque semaine, voici maintenant le palmarès des livres préparé par Dominique Poncet. Ce soir, Noël oblige, son palmarès est plutôt gourmand. Au palmarès ce soir, coup de chapeau à deux fins gourmets, l'américain Richard Olney et le français Jacques Gantier. Ces deux gourmands impénitents viennent en effet de publier aux éditions Robert Laffont Saveurs des terroirs de Provence, un ouvrage magnifique qui dévoile tous les secrets d'une cuisine qui mettrait en appétit les plus blasés. Des recettes traditionnelles comme les panisses, aux plats plus sophistiqués comme la quinquebine camarguaise, en passant par les grands classiques comme la bourride ou l'aïoli, c'est toute la Provence qui chante soudain dans notre assiette. Oui, avec cet ouvrage, le pays de Giono vaut bien quelques péchés capitaux, même en cette veille de Noël. Une cuisine raffinée se dégustant avec des vins bien choisis, notre coup de pouce de ce soir ira tout naturellement à un livre qui pourrait bien devenir une bible en la matière. Le livre des millésimes, les grands vins de France. Paru aux éditions Scala, il est dû à Michael Broadbent, un Britannique francophile qui depuis plus de 30 ans ne cesse de sillonner les cépages de France et de prendre des notes sur les vins qu'il déguste. Et comme Broadbent est aussi écrivain, son livre, bien qu'historique et très pratique, a une saveur unique et un arôme particulier. C'est tout le contraire de ce qui sort actuellement, enfin de ce qui sort depuis des années dans le monde du vin. C'est un livre qui n'est pas recopié, c'est la vie d'un homme. Je veux dire, un Anglais en plus, extraordinaire. Toute l'histoire de Bordeaux vue par un Anglais au travers de ses dégustations. Alors je crois que tout amateur, évidemment pas tout amateur de vin du siècle dernier, il y en a peu, mais je crois que les gens du vin, les gens qui aiment le vin vont retrouver dans son livre des tas de précisions, des choses qui... La dégustation, c'est le doute. On est toujours dans le doute quand on goûte. Alors là, à retrouver ce que dit un expert comme Michael Broadbent, c'est superbe. Très bien conçu et donc très lisible, cet ouvrage regorge en outre de renseignements multiples. On y apprend par exemple comment distinguer un bon millésime d'un mauvais, les vins qu'il faut boire et ceux qu'il faut garder en cave. Un vrai nectar donc pour les amateurs. Enfin, notre coup de cœur ira ce soir dans les régions froides du nord de la Finlande, très exactement dans le refuge d'un chercheur solitaire
qui a recueilli un petit orphelin à 4 pattes. Son bébé s'appelle Viotti. Il ne pesait que 2,5 kg lorsqu'il a été sauvé par cet amoureux de la nature. Aujourd'hui, Viotti a pris du poids, vous allez le voir, et il a une belle assurance. Et il passe ses journées à jouer avec le chien de la maison. Son maître reconnaît avoir un seul vrai problème avec son protégé, le décider à coucher ailleurs que dans sa chambre. Voilà, dans quelques instants, la météo de Florence Klein, tout de suite après le film de Lloyd Bacon, Brother Orchid, en version originale. Demain, 12h, 12h45, vous retrouverez Laurence Bobillet. Le 19-20 et le soir vous seront présentés par Catherine Matoche. Très bonne nuit et très bon Noël à tous. À lundi.